Bonjour et bienvenue. On s'est déjà tous demandé comment sont faites ces applications super complexes qu'on utilise tous les jours, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses, on va regarder ce qui se passe bien avant qu'une seule ligne de code ne soit tapée. Au fond, tout part de cette question. C'est vraiment la question essentielle que tout le monde se pose, que ce soit le développeur, le chef de projet ou même le client. Comment on passe d'une simple idée, d'une étincelle, à une application qui marche, qui est complète et qui tient la route? On a souvent cette image que faire un logiciel, c'est juste pisser du code. Mais en fait, pas du tout. C'est un peu comme si on disait que pour construire un gratte-ciel, il suffit d'empiler des briques. Non, évidemment. La réalité, c'est qu'il faut un plan, un vrai plan d'architecte pour que tout tienne debout. Et voilà, c'est ça le secret. Le secret d'un bon logiciel, c'est un plan en béton. Un plan qui soit clair, détaillé et qui va servir de guide pour toute l'équipe. Alors, au programme aujourd'hui, on va voir pourquoi ce plan est si crucial. Ensuite, on parlera d'UML, le langage qu'on utilise pour dessiner ces plans. On verra comment dessiner la structure, comment penser au parcours d'utilisateur et comment tout ça communique ensemble. Et enfin, le plus important, comment on passe du plan au code. Allez, c'est parti. Alors, première étape, pourquoi un plan? Faut savoir que n'importe quel logiciel, que ce soit le petit jeu sur un smartphone ou un énorme système pour une multinationale, eh bien ça suit un chemin bien précis, un cycle de vie. Ce cycle est assez simple en fait. D'abord, il y a la création, la phase de développement. Ensuite vient la phase la plus longue, son utilisation au quotidien avec les mises à jour, la maintenance. Et puis un jour, forcément, c'est la fin de vie, quand il est remplacé ou qu'il devient obsolète. Historiquement, une des premières manières de faire, c'était ce qu'on appelle le modèle en cascade. L'idée est super simple, c'est un chemin tout droit. On fait l'analyse complète des besoins. Une fois que c'est fini, et seulement à ce moment-là, on passe à la conception, au plan, puis à l'implémentation, etc. On ne revient jamais en arrière. C'est exactement comme construire une maison. On fait les fondations, puis les murs, puis le toit. Le problème, bien sûr, c'est que c'est très rigide. Bon, on a compris qu'il fallait un plan. Mais on le dessine comment, ce plan? On l'écrit dans quelle langue? Eh bien, depuis pas mal d'années maintenant, la réponse à cette question, c'est UML. C'est un langage de modélisation qui a vraiment tout changé. Il faut s'imaginer qu'au tout début, le seul plan qui existait, c'était le code lui-même. Imaginez le dialogue entre un développeur et un manager. C'était un dialogue de sourds. Il fallait absolument trouver un moyen de communiquer, un langage visuel, que tout le monde puisse piger en un coup d'œil. Et ça nous amène aux années 90. C'était un peu le Far West, ce qu'on a appelé la guerre des méthodes. Chacun avait sa propre manière de dessiner des schémas. C'était le chaos. Et puis au milieu de tout ça, 3 experts, les 3 amigos, se sont dit « Stop, on va mettre tout le monde d'accord ». Ils ont fusionné leurs idées et ça a donné naissance à l'UML qui est devenu le standard pour tout le monde. Ok, donc on a ce langage standard, l'UML, super. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, il ne faut pas voir l'UML comme un seul et unique plan. C'est plutôt une boîte à outils pleine de diagrammes différents. Chacun va nous montrer le logiciel sous un angle bien précis. Et pour s'y retrouver, on peut classer tous ces diagrammes en 3 grandes familles. D'abord, les diagrammes structurels, ils décrivent de quoi est fait le système, c'est le plan de masse. Ensuite, les diagrammes comportementaux, ils expliquent ce que fait le système, c'est le mode d'emploi. Et enfin, les diagrammes d'interaction qui montrent comment les différentes parties communiquent entre elles. Là, c'est le schéma de câblage interne. Le plus important, le diagramme de base de la partie structurelle, c'est le diagramme de classe. Il faut le voir comme la carte d'identité du système. Il liste tous les grands concepts, les briques de base du logiciel et montre les liens qui existent entre elles. Mais bon, avoir le plan des murs, c'est une chose. Ça ne nous dit pas comment les gens vont circuler dans la maison. C'est pareil ici. Le diagramme de classe nous donne la structure, mais il ne nous dit rien sur ce que les utilisateurs vont faire avec le logiciel. Et pour ça, on a besoin d'autres types de diagrammes. Et tout commence toujours par là, le besoin de l'utilisateur. Le client arrive et dit, par exemple, voilà, il me faudrait une plateforme pour gérer les stages, suivre les anciens élèves, etc. Notre boulot, c'est de décortiquer cette demande et de la transformer en fonctionnalités précises. L'outil parfait pour ça, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Il met en scène 2 choses, les acteurs, c'est-à-dire les rôles des utilisateurs, un étudiant, un administrateur, et le système, qui est le logiciel lui-même. Le diagramme va simplement lister toutes les actions possibles. Un étudiant peut consulter ses notes, un admin peut ajouter un cours, etc. Ça clarifie tout de suite qui fait quoi. Ok, récapitulons. On sait de quoi est fait le système et on sait ce que les utilisateurs peuvent lui demander. Mais la question à 1 million, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire quand on clique sur un bouton? Comment ça marche en coulisses? C'est là qu'interviennent les diagrammes d'interaction. Et le plus connu, c'est le diagramme de séquence. C'est vraiment comme une chorégraphie. Il va décrire pas à pas, message par message, la conversation entre les différents composants du logiciel pour réaliser une action précise, comme connecter l'utilisateur.
Bon, tout ça, c'est bien joli, mais la vraie question, c'est est-ce que ces beaux dessins servent vraiment à quelque chose pour coder? Est-ce que ça aide les développeurs? La réponse est un grand oui, et on va voir exactement comment. Prenons un exemple tout simple. Imaginons notre diagramme de classe pour une bibliothèque. On a deux briques principales, une personne et un livre. Et notre plan dit qu'une personne a le droit d'emprunter un ou plusieurs livres. Et c'est là que la magie opère, parce qu'il existe des règles de transformation quasi automatiques pour passer de ce schéma visuel à une base de données fonctionnelle. Chaque classe va devenir une table, chaque attribut une colonne. Et le lien entre les deux, une clé de liaison. C'est une traduction directe. Et voilà le résultat. On est passé d'un dessin conceptuel un peu abstrait à un plan technique ultra concret pour la base de données. Là, les développeurs n'ont plus qu'à suivre le plan, tout est prêt pour eux. On le voit bien ici, cette étape de planification, c'est tout sauf une perte de temps. C'est ce qui fait la différence entre un projet qui va droit dans le mur et un logiciel solide qui va pouvoir évoluer dans le temps. Voilà pour ce tour d'horizon de la modélisation logicielle avec UML. C'est fascinant de voir comment une idée se transforme en un plan détaillé. Mais la question qui se pose maintenant, à l'heure où l'IA commence à générer du code toute seule, quelle sera la place de ce travail de conception de cette intelligence humaine dans le futur ?